Monsieur Jean-Marie Pelt, bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste, professeur d'écologie végétale et de pharmacologie à l'Université de Metz. Vous êtes également président de l'Institut européen d'écologie, secrétaire général du CRIGEN, qui est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Mais aussi, vous êtes un homme de télévision, un homme de radio et l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages consacrés à la botanique, l'écologie et l'environnement de manière générale. Je vous remercie de vous prêter à ce petit jeu en acceptant cet entretien, ma foi, improvisé. Alors, ma première question, vous intervenez ce soir dans le cadre du programme d'activité du CPIE Clermont-Dôme pour une conférence que vous allez donner à Saint-Gelais-Champanel sur le thème de l'ethnobotanique. Pouvez-vous nous rappeler finalement en quoi consiste cette discipline? Oui, enfin ça, l'éthopharmacologie, en fait, c'est la science des rapports entre les hommes et des plantes qui ont un impact thérapeutique. Et ces rapports sont très différents selon les cultures. Ça relève souvent de concepts aussi tout à fait différents. Et nous avons travaillé beaucoup à Metz dans le cadre d'une société qui est une filiale, qu'on appelle la Société française d'éthopharmacologie, avec mon ami Jacques Florentin, sur les plantes utilisées par les guérisseurs dans différents pays du monde. Et on parlera de tout ça, évidemment, ce soir à la conférence. Très bien. Ça promet justement un menu très instructif, très intéressant. Alors justement, de manière plus générale, on parle beaucoup actuellement des services rendus par la biodiversité. Et en ces temps de nouvelles technologies et puis un peu de recherche effrénée, pourquoi, d'après vous, est-il si important de ne pas perdre ces liens entre finalement les plantes et les hommes? Alors moi, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est ce que vous faites. Parce que la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication fait écran, qu'on le veuille ou non, entre la nature, disons, sensible et les personnes. Et j'ai une anecdote mais qui est intéressante. Un jardin botanique a voulu informatiser tout le jardin. Chaque plante a fait l'objet d'un petit spot. Les gens arrivent au jardin, ils ne vont plus voir la plante. Eh bien oui, ils ont tous les renseignements, ils ne vont plus voir la plante. Alors je crois que le contact physique avec la nature, c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve, parce qu'en réalité, on en est très, très éloigné. Nous sommes une société qui est très loin de la nature. Même si on en parle tout le temps, même si tous les jeunes sont écolos, bien sûr que oui, mais ils n'ont évidemment pas le contact avec la nature que j'avais à leur âge. Quand j'étais pas loin de notre région, dans le département de l'Allier, que je vivais dans une ferme, et que nous étions en osmose profonde, comme le sont les Indiens ou les gens des sociétés traditionnelles. Alors ça se passait il y a 70 ans, mais depuis, le monde a plus changé qu'il n'avait changé depuis les néolithiques jusqu'à la dernière guerre. Donc, comment faire pour éviter que effectivement, la nature ce ne soit plus que des images sur un écran? Eh bien, c'est votre travail. Je suis sûr que vous le faites très bien. Et que c'est très, très important ce que vous faites. Très, très important. Merci. Alors, de façon encore plus générale, on est en pleine planète. Ça, nous le savons tous. Elle est gravement malade, puisqu'on a tous les voyants, finalement, qui sont au rouge. Que ce soit l'érosion de la biodiversité, que ce soit les pollutions en tout genre, les modifications, les destructions de milieux naturels, les changements climatiques. Alors, pour vous, la question que j'ai envie en fait de vous poser, c'est est-ce que vous voyez quelque part un espoir de voir la machine s'inverser et du coup, le rapport entre l'homme et son environnement changer? Alors c'est vrai que vous y avez un peu répondu sur la question précédente, mais où voyez-vous finalement l'issue? Alors, je vois des pistes qui se dessinent. Je viens de publier un bouquin sur les pesticides et j'ai été très frappé que dans les pistes de recherche pour remplacer les pesticides chimiques qui posent des tas de problèmes de santé et d'environnement aussi, on va essayer de faire que la plante puisse mieux se défendre, qu'elle ait une meilleure immunité. On va stimuler ses défenses naturelles.
on va s'organiser pour qu'elle soit aidée par des micro-filaments de champignons du sol. On va développer ses capacités d'émettre par les racines des substances qui vont favoriser ou défavoriser la présence d'autres plantes. Donc on va jouer avec la nature. Vous voyez, c'est tout à fait nouveau. On ne sera pas contre, mais on sera avec. C'est un autre point de vue. J'ai été aussi très frappé de voir, du point de vue cette fois-ci des animaux, qu'en l'espace de 3 mois, la Catalogne a interdit les corridas, l'Union européenne a publié une directive pour les poules, parce que les poules étaient élevées dans des élevages où elles étaient très serrées, et donc avec beaucoup d'agressivité et d'anxiété. Alors elles auront, paraît-il, chacune 750 cm², un petit nichoir et un petit perchoir. C'est touchant. Moi je préférais que ça dans les champs, mais un moindre mal, ça sera ça. On a discuté aussi de la viande halal. Moi je pense qu'il faut que, bien sûr, les musulmans puissent consommer de la viande halal et les juifs de la viande cachère. Mais quand j'ai appris que les animaux n'étaient plus étourdis avant d'être saignés, j'ai été scandalisé, enfin vraiment scandalisé. Donc il y a quand même une sensibilité qui est en train de réapparaître, que je vois se dessiner à tous ces indices. Hein, voilà, une série d'indices où on va dessiner d'autres pistes. Et en médecine, c'est pareil. En médecine, les médecines alternatives jouent beaucoup sur la simulation de l'immunité. On utilise des plantes qui ont été connues dans les sociétés traditionnelles pour renforcer l'immunité des malades et donc permettre aux malades de mieux se défendre. Donc on n'est plus dans les anti, on n'est plus seulement dans les anti, on est dans les pros. Une plante qui va produire un effet positif et pas seulement un effet négatif en tuant par exemple des agents pathogènes. On va garder aussi ces plantes-là, et ces médicaments. Mais on a d'autres pistes qui consistent à faire un jeu harmonieux avec la nature. On a vraiment donc un véritable espoir en fait de voir poindre justement des changements de pratiques, à la fois par rapport aux sensibilités, peut-être qui commencent aussi à changer, et puis dans les pratiques et les techniques. Oui. Je pense qu'il y a du nouveau qui se dessine. Mais je répète, il faut garder un contact physique avec la nature. Ça, c'est indispensable. À la télé, c'est très beau, on peut trouver que c'est très beau, mais on n'a pas le bruit du vent dans les arbres, on n'a pas le bruit du petit lapin qui détale, on n'a pas l'odeur du champignon et de la mousse dans le sous-bois forestier. C'est pas pareil. Ça manque de sens. Oui. Alors, nous pouvons tous au quotidien, on le sait, à notre échelle, faire de petits gestes en faveur de l'environnement et du développement durable. Par exemple, éteindre la lumière quand on quitte une pièce, couper ses robinets, utiliser plutôt son vélo que sa voiture. Et en cette période justement un peu particulière qu'est la campagne présidentielle en France, quel message en matière de développement durable aimeriez-vous voir relayé par nos institutions décisionnaires? Si vous aviez ce souhait-là de faire entendre votre voix dans le message qui circule actuellement. Alors je crois qu'il faut considérer que les énergies renouvelables doivent être une priorité absolue. Je vous disais que j'habite à la frontière allemande. Moi, je suis très frappé de voir nos voisins s'engager, mais à fond, avec une forte volonté politique dans cette direction. Et ils vont prendre de l'avance. Pour nous, c'est compliqué, parce que nous sommes génétiquement marqués par le nucléaire depuis maintenant un demi-siècle. Et nous sommes le pays le plus nucléocrate du monde entier. Donc, il y a des freins importants. Mais je pense qu'il faut lever ces freins. Et il faut absolument qu'on aille vite vers ces énergies renouvelables pour que la fameuse règle des 3-20 qui a été adoptée par l'Union européenne, c'est-à-dire 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable en plus et 20% de CO2 en moins en 2020, que cet objectif soit atteint. Nous sommes la seule région du monde à avoir des objectifs assez audacieux.
Et le problème, c'est de les atteindre. Voilà une priorité qui, pour moi, me paraît tout à fait importante. Alors, je pense aussi qu'il faudrait que le plan Ecophyto, qui vise à réduire les pesticides de moitié en 2018, et le plan bio, qui était un plan très ambitieux pour la culture biologique, et qui est loin d'être atteint, loin, que ces plans-là soient aussi atteints, et qu'on ait, par conséquent, des résultats. Voilà. Ceci dit, je ne peux pas dire que ce soit la grande affaire de la présidentielle. C'est une étrange présidentielle. Il n'y a qu'un hexagone. Et dans l'hexagone, il n'y a plus d'écologie, il n'y a même plus de crise, il n'y a plus de pays étrangers, il n'y a plus d'Europe. Et il y a des Gaulois qui se disputent. Vous savez, vous étiez bien placé à l'époque de la guerre des Gaules, mais la guerre des Gaules continue. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est le constat qu'on peut faire Oui. actuellement. Alors, venons-en à votre dernier ouvrage maintenant, qui s'intitule donc Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme, pour en finir, avec le sous-titre, pour en finir avec les pesticides. Alors, quelle solution proposez-vous pour sortir d'une logique finalement productiviste qui nous pousse à utiliser tant de pesticides dans notre agriculture actuellement, quitte à empoisonner notre terre et donc par voie de conséquence notre alimentation? Alors, il y a dans cet ouvrage, il y a deux pistes. Il y a une piste qu'on peut adopter tout de suite quand on a un jardin, c'est de ne pas utiliser des pesticides au jardin. Donc, on va faire un jardin bio. Alors, j'ai raconté, disons, tous les trucs qu'il faut connaître quand on veut faire un jardin bio, ce que nous faisons nous à la maison aussi. Alors, il y a beaucoup comment dirais-je, de savoir traditionnel qui est confirmé par la pratique. Alors ça, c'est une piste donc qui est à la disposition de tout un chacun. Et puis alors, il y a les grandes orientations du futur, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Mais par exemple, la stimulation des défenses naturelles, ça c'est une piste qui me paraît être très très fructueuse pour l'avenir, parce que ça ressemble un petit peu, comment dirais-je, on donne à la plante des produits non toxiques, qu'on appelle peu préoccupants, qui peuvent être des extraits de plantes, ou des tisanes même, et qui vont déclencher des réactions de défense. Et la plante sera en état de se défendre quand elle sera attaquée. Alors ça, c'est une piste qui se développe beaucoup, et bizarrement, le moyen de défense de la plante, c'est de fabriquer des molécules qui sont très très proches de l'aspirine. C'est très curieux, l'acide salicylique. Et la plante étant excitée par un produit qu'on appelle un éliciteur, qui peut être une tisane de plantes par exemple, va déclencher une production d'acide salicylique, et quand il y a beaucoup d'acide salicylique dans la plante, il n'y a plus un pathogène qui se pointe, parce qu'elle se défend. Alors il y a aussi cette belle histoire du riz. Le riz, il y a beaucoup de nouveautés sur le riz. Il y en a deux en particulier. D'abord que le riz a besoin de peu d'eau, contrairement à ce qu'on a pensé depuis la nuit des temps, et on a augmenté la productivité des rizières en diminuant les quantités d'eau apportées. Et deuxièmement, on a vu qu'il y a des riz qui émettent par les racines des substances qui tuent les mauvaises herbes autour du plant. Et ces molécules sont des molécules pas du tout toxiques. Pas du tout toxiques du point de vue évidemment de la santé. Alors on est en train de croiser des variétés de riz qui émettent ces molécules dans le milieu avec d'autres variétés de riz à forte productivité. Et on risque d'avoir par conséquent des riz qui auront une forte productivité et qu'on n'aura pas besoin de traiter puisqu'ils se traiteront tout seuls. Voilà une piste intéressante. Il y a une autre piste qui est encore plus extraordinaire, c'est de faire entendre aux plantes des musiques qui correspondent exactement aux vibrations des protéines qu'elles contiennent. Alors c'est l'application de la physique quantique et de la biologie moléculaire. Mon ami Joël Sternheimer, qui est une sorte de génie, a inventé, a créé des séries de sons qui correspondent aux vibrations de protéines, lesquelles
sont très défensifs pour la plante. Donc quand elles entendent, si je puis dire entre guillemets, cette musique, elles sont sécrétées en abondance et la plante est protégée. Et il applique ça au milieu de la vigne et aussi à l'ESCA, qui est une maladie cryptogamique de la vigne. Et c'est un truc qui marche très très bien. Et ça se développe maintenant dans le Val-de-Loire, dans le Bordelais, en Alsace. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pistes. Et ça, c'est mon état d'esprit. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas des déclarations catastrophiques et puis ensuite qui quitte l'amphi et qui laisse les gens effondrer en disant c'est la fin de tout. Non, il y a des pistes pour les énergies, on en a parlé. Là, pour les pesticides, en voilà 3. Il y en a encore d'autres, mais en voilà 3 en particulier, qui sont, à mon avis, très prometteuses pour l'avenir. Alors, on va arriver là tout doucement au terme de ce petit entretien, mais j'ai une dernière question qui est peut-être finalement la plus difficile. Monsieur Pell, si je vous donnais là maintenant tout de suite une baguette magique et le pouvoir de changer les choses, par quoi commenceriez-vous? C'est la plus difficile. Oui. Je dirais sur le plan de l'écologie, ça serait les 2 pistes que j'ai évoquées. Sur le plan plus général, ma préoccupation irait vers les 9 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et il se trouve que c'est pas bien que dans un pays riche quand même, les ressources soient si mal réparties. Alors là, je note que c'est un sujet dont on parle à la campagne électorale, pour le coup. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est jamais arrivé, dans aucune campagne électorale. Ça serait, pour moi, une priorité très importante. Et puis, ce qui est une priorité aussi, c'est de se poser la question de savoir si c'est raisonnable d'élire un président au suffrage universel. Écoutez, il y a 27 pays dans l'Union européenne, il n'y en a pas un seul qui a ce système. Et je trouve que passer un an à ne parler que de cela, tous les jours, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Bien sûr, on a tué le roi. Alors il faut que tous les 5 ans, on se donne un nouveau roi. Mais tous les autres pays ont des régimes parlementaires qui marchent bien, quoi. Alors bon, je trouve que c'est... voilà, 4 pistes. Monsieur Pell, je vous remercie beaucoup pour ce petit entretien un peu improvisé. Et bien, on a des pistes, on sait qu'il y a de l'espoir. Finalement, le tableau n'est pas si noir que ça, malgré s'il y a beaucoup de choses à faire, mais on a des pistes, on a de l'espoir. Reste plus, entre guillemets, qu'à les appliquer. Voilà. Je vous remercie. Tout à fait. Merci beaucoup.